Alors bonjour, aujourd'hui nous allons explorer l'architecture Linux. Donc nous allons voir en détail chaque dossier de l'architecture Linux et essayer de comprendre leur fonctionnement. Donc dans un premier temps on va ouvrir un terminal, évidemment. Donc voilà. Et ça vous permettra de vous montrer étape par étape en ligne de code comment chaque dossier de l'architecture Linux. Donc en l'occurrence là je pars du principe que nous n'avons pas installé d'environnement de bureau GNOME ni XFCE. Donc là, nous allons y aller en ligne de code. Et après, dans des prochaines vidéos, je préciserai, je montrerai comment installer justement cet environnement de bureau-là. Donc nous allons nous aider évidemment de la fiche qui va présenter chaque dossier d'architecture, qui sera disponible aussi en description évidemment, et auquel vous pourrez accéder. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous avons le répertoire racine, donc le répertoire root, qui est accessible en tapant cd slash. Et donc là, vous voyez, justement, vous serez dans le répertoire route à partir du moment où vous verrez ce slash là. Là, ce tilde signifie que vous êtes dans le répertoire, dans votre répertoire personnel. Donc, c'est généralement un répertoire qui porte votre nom d'utilisateur Linux. Et là, vous êtes dans le répertoire racine. Donc, ce répertoire racine là, il contient tout, tous les dossiers du système Linux. Donc, si vous listez, vous retrouvez bien tous les dossiers qu'on va voir après. Donc, bin, dev, home, etc. Et je vais vous les présenter étape par étape. Donc, dans un premier temps, on va commencer avec le répertoire boot, donc, qui contient le noyau de Linux, l'information et les symboles. Mais évidemment, c'est pas le cas pour tous les systèmes. Donc, en l'occurrence, ici, sur ce système-là, donc, évidemment, ça c'est Linux installé sur Chrome OS, hein, donc, vous l'aurez constaté, vous l'aurez compris. Donc, ici, en l'occurrence, il n'y a rien dans le répertoire boot. Donc, si j'y accède et que j'en liste le contenu, il n'y a rien. Donc il n'y a rien d'affiché. Mais sur d'autres systèmes d'exploitation Linux ou sur d'autres distributions, par exemple, bah, vous pourrez avoir des informations dans ce dossier-là. Ensuite, nous pouvons revenir dans le répertoire Home. Et si nous accédons au dossier Dev, donc pour Device, ce dossier-là permet d'accéder aux périphériques. Et donc, moi, généralement, je gère les périphériques externes, donc que ce soit USB, ce genre de choses-là. Donc, on peut lister le contenu. Là, donc, ça avait bus pour USB, ça c'est pour les drivers, pour le cœur, donc le processeur, justement, etc. etc. Donc, tous ces dossiers-là, évidemment, vous permettent de gérer ces périphériques. Voilà. Ensuite, nous avons le répertoire SBIN. Donc ce répertoire-là contient les commandes système. Donc là, j'ai bien mis en gray surligné les commandes système parce que nous verrons un autre dossier SBIN plus tard, mais qui est différent. Donc là, il contient les commandes système qui permettent l'amorçage, donc le démarrage en fait, et qui sont réservés à l'administrateur. Donc à chaque fois que vous aurez un SBIN, donc c'est réservé à l'administrateur. Alors que là, vous avez un bin, donc ça sert exactement la même chose, mais tous les utilisateurs peuvent utiliser les commandes qui se trouvent dans ce répertoire-là. Donc nous allons évidemment accéder à ces deux dossiers-là. On va commencer par sbin. Mince. Et nous allons lister le contenu. Donc, voilà, donc toutes les commandes qui sont ici dans sbin, en fait, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec un sudo ou en vous étant connecté en mode administrateur, évidemment, avec un sous aussi. Donc si vous essayez d'exécuter une de ces commandes là sans sudo, donc là on va exécuter à tout hasard la commande root par exemple. Voilà. Donc si j'essaie de l'exécuter comme ça, ok, commande don't foot. Pourquoi? Parce que là je l'ai exécuté au mode user et non super utilisateur, donc en mode administrateur. Mais si je fais un sudo root, là voilà. Donc là ça marche, il me dit juste qu'il manque l'opérateur. Donc en gros c'est ce que je vais en faire en gros. Donc si je fais sudo sudo root et que je mets help,
Voilà, là il m'affiche bien le contenu, alors que si j'avais juste fait root help, voilà, ça ne marche pas. Donc évidemment, toutes les commandes, tout ce qui est là, en fait, vous pouvez les exécuter, mais qu'avec un sudo. Alors que, contrairement à ce dossier-là, si vous allez dans cd bin et que vous enregistrez le contenu, vous avez aussi des commandes, mais ces commandes-là, vous pouvez les exécuter sans être en mode administrateur. Autrement dit, vous pouvez juste taper le nom d'une de ces commandes-là pour l'exécuter. Par exemple, je ne sais pas, je vais exécuter une compresse par exemple. Voilà. Donc évidemment là ça marche, mais faut juste que je précise un dossier à décompresser. Donc une compresse ça permet de décompresser des fichiers. Voilà. Ensuite, nous avons le répertoire lib, donc ça contient les bibliothèques partagées, donc DLL pour Dynamic Link Libraries, et donc elles sont utilisées par les commandes du système des répertoires bin et sbin. Donc dans toutes ces commandes-là et tout, généralement, elles vont utiliser des bibliothèques, et ces bibliothèques-là qui sont relatives à ces commandes-là, justement, parce que bon, il faut savoir que le système Linux, il est il est implémenté en C++, en C, C++, et donc, justement, il y a des bibliothèques, et ces bibliothèques-là, qui sont relatives à ces commandes, seront stockées dans le répertoire lib. Donc, on peut aller faire un tour aussi, et si on enliste le contenu, voilà, donc on retrouve bien évidemment chacun des dossiers des applications qui sont installés sur ce système, et dans ces dossiers-là, justement, le, il y aura les bibliothèques. Donc les bibliothèques seront utilisées ensuite par chacune de ces commandes-là. En fait, il faut savoir que les commandes qui sont là, en fait, vont interagir avec... Enfin, interagir, c'est pas le mot, donc vont utiliser justement ces bibliothèques-là qui sont spécifiques à chaque application. Par exemple, par exemple pour DPKG, donc ça, DPKG, c'est pour c'est pour ouvrir un package, donc ça doit télécharger un package par exemple. Ça permettra d'ouvrir un package, et donc si vous cherchez la commande et tout, il y a beaucoup il y a beaucoup de commandes effectivement disponibles, et donc voilà, là, cette commande-là justement va utiliser le répertoire que nous avons vu plus bas, et qui cherche justement des bibliothèques spécifiques à ça. Donc DoxyWizard pareil, c'est une commande aussi. En fait, tout ce qu'il y a dans ce dossier-là, vous pouvez vous pouvez les taper sur votre terminal et tout, ça va faire quelque chose dans tous les cas. Ça fera quelque chose. Bon, parfois ça va vous demander de préciser avec des verbes d'action, donc généralement c'est quand on met un tiret et ensuite une lettre, mais ça vous pouvez accéder à tout ça avec help. Justement, vous tapez la commande "-h" ou "-help" pour avoir justement la liste des verbes d'action que vous pouvez utiliser avec ces commandes-là. Et donc justement, toutes ces commandes-là qui sont dans le dossier bin, vous pouvez les utiliser telles quelles. Et dans le dossier SBIN, vous pouvez les utiliser à condition d'être en mode administrateur. Donc c'est-à-dire soit en passant en mode administrateur en vous connectant avec sous et taper le mot de passe, mais avec Chrome OS, c'est généralement très compliqué parce que le mot de passe super utilisateur ne vous est pas fourni. Et donc la plupart du temps, toutes les commandes d'administrateur, vous serez obligé de les faire avec un sudo. Donc retenez sudo très clairement pour Chrome OS. Bon, après, pour tous les autres systèmes d'exploitation Linux, vous pouvez évidemment vous connecter si vous avez vous-même créé votre mot de passe, etc. Voilà. Donc voilà. Donc ce dossier il est pareil. Donc évidemment, il contient, comme je disais, toutes les entêtes, tous les fichiers .h, les fichiers de bibliothèque, etc. Donc qui permettront aux commandes là, aux commandes ci-dessus de s'exécuter. Donc nous avons aussi sur le même exemple, nous avons lib64 et lib32. Donc lib32, ça
contient des bibliothèques pour des applications tournant sur une architecture 32 bits. Et lib64, ça contient des bibliothèques pour des applications tournant sur une architecture 64 bits. Donc évidemment faire attention à ce que les parce que généralement si vous êtes sur une architecture 64 bits, bah, la plupart du temps vos bibliothèques seront stockées directement dans lib, parce qu'en fait c'est les bibliothèques natives, donc les bibliothèques de base en fait. Et les bibliothèques 32 bits seront stockées aussi pourront aussi être stockées dans lib, mais ça ne posera pas de problème étant donné qu'une architecture 64 bits peut faire tourner des systèmes qui marchent aussi sur une architecture 32 bits. Mais l'inverse n'est pas vrai. Évidemment, vous ne pouvez pas faire tourner un système, vous pouvez pas faire tourner une application qui tourne sur une architecture 64 bits alors que votre architecture est de 32 bits. Donc là, il faut faire gaffe à ce que justement, si vous êtes sur une architecture 32 bits, les librairies, donc les bibliothèques des architectures 64 bits ne se retrouvent pas aussi dans le même dossier. Sinon, ça peut poser des problèmes. Voilà. Donc c'est bon à savoir ça aussi. Et ensuite, vous avez le libmodule. Donc c'est les modules additionnels du noyau. Donc c'est des modules en fait qui se lanceront, bah, que vous pouvez lancer, enfin, qui peuvent être chargés ou déchargés dynamiquement. En gros, vous pouvez les lancer à n'importe quel moment, ces modules-là. Ou ils peuvent être lancés aussi à n'importe quel moment par le système, etc. quand il y en a besoin, mais ils ne sont pas lancés directement au démarrage. Vous avez le répertoire ETC, donc c'est les fichiers de configuration du système, hein. Donc si on va dans ETC, et quand on en liste le contenu, voilà, donc tous les fichiers de configuration du système se trouvent ici. Donc généralement, vous avez des points conf, des points conf, des user.conf, etc. Donc c'est des fichiers de configuration la plupart du temps. En général, en tout cas, après, il peut y avoir d'autres choses, mais la plupart du temps, c'est des fichiers de configuration. Ensuite, vous avez donc, le répertoire X11 qui se trouve dans le dossier ETC. Donc X11, il est ici. Et donc le dossier X11, en fait, généralement, il s'occupe de la configuration de l'environnement graphique. Ça veut dire, en gros, il gère les fenêtres, tout simplement. Si vous installez un bureau, vous installez un bureau et tout, vous aurez besoin d'un gestionnaire de fenêtres et tout, voilà. Donc, bah, c'est dans ce dossier-là que tout se passe, généralement. Ensuite, vous avez aussi les dossiers RC. Donc, pourquoi je dis les dossiers? Parce qu'en fait, ici, moi, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai RC0, RC1, etc. Donc, ils sont là. Et en fait, ces dossiers-là contiennent, euh, contiennent des scripts de démarrage du système. Donc, en gros, ce sont des applications qui se lancent au démarrage, en fait. Donc là, par exemple, là, je vais vous montrer quelques exemples d'applications que je lance au démarrage. Donc, je vais revenir d'abord en arrière. Et je vais accéder au contenu de ce dossier-là. Et donc, si j'enliste le contenu, voilà. Donc, vous avez Apache 2, donc c'est une application qui permet de gérer des serveurs, MariaDB pour les bases de données, etc., etc. Donc, ça, c'est l'application. Dès que je démarre en fait mon terminal, en gros, par exemple, quand je démarre mon Chrome OS, ou si je démarre Linux aussi, c'est pareil. En l'occurrence, quand je démarre Linux, bon, ça se fait déjà tout seul, mais quand je démarre Chrome OS, l'environnement Linux n'est pas déjà installé, n'est pas déjà opérationnel. Donc il faut l'activer, il faut donc cliquer sur le terminal, l'ouvrir, attendre que tout se charge et tout. Et pendant que ça charge, justement, ça va charger tout ça au démarrage en fait. En gros. Donc ça voudra dire que le serveur Apache sera opérationnel au démarrage, donc vous pourrez vérifier ça, mais je vous montrerai les commandes spécifiques pour chacune de ces applications-là dans des prochaines vidéos, donc on les verra étape par étape, et je vous montrerai aussi comment installer et configurer justement tout ça. Voilà. Donc évidemment, tout ça ce sont des applications qui se lancent au démarrage, et donc dès que vous démarrez Linux, tout ça, ça charge. Voilà. Ensuite, vous avez un répertoire contenant les fichiers de configuration, donc c'est opt. Donc là, si vous allez dans cd etc opt, voilà, hop, et que vous en listez le contenu,
Voilà, donc là vous avez les fichiers de configuration, donc là ils sont dans C Chrome en l'occurrence, donc ça on va y accéder. Ok, en gros, donc quand il y a les fichiers de configuration, il configure toutes les. Il s'occupe de la configuration de toutes les applications, etc. Ensuite, vous avez le dossier TMP. Donc, le dossier TMP permet de stocker des données temporaires. Généralement, quand vous utilisez une application et tout, il y aura des fichiers temporaires qui sont créés, des fichiers intermédiaires qui seront créés et tout, et seront justement stockés là. Donc, par exemple, si j'y accède et tout, je pourrais voir les fichiers temporaires qui ont été créés par les applications que j'ai utilisées dernièrement. Donc, si je vais dans CD TMP, donc TMP, et que je liste, voilà. Donc, effectivement, vous avez des fichiers qui ont été créés, donc des fichiers temporaires, des dossiers là plutôt, parce que ah oui, un petit truc à préciser aussi. Donc, généralement, sur votre terminal et tout, tout ce qui sera en bleu, ce sera des dossiers, généralement. Tout ce qui sera en vert, ce sera des fichiers spécifiques, donc généralement des commandes, en fait, en gros, oui, ce sera plus des commandes ou des fichiers spécifiques, en tout cas. Et tout ce qui sera en blanc, ce sera des fichiers normaux, donc des fichiers texte ou des fichiers texte avec des extensions un peu modifiées, etc. Donc c'est bon à savoir. Donc si vous voyez des trucs en bleu en général, donc vous saurez que c'est des dossiers justement. Donc là en l'occurrence ce sont des dossiers de configuration qui ont été créés justement. Donc là j'avais utilisé Spider la dernière fois et tout. Donc Spider c'est un IDE pour faire du code en Python. Et donc là ça m'a créé un dossier temporaire en fait. Donc voilà, et ça fera pareil pour certaines applications. Bon, évidemment, toutes les applications ne créent pas forcément des fichiers temporaires, quoique, encore. En tout cas, vous ne trouverez pas forcément les fichiers temporaires créés par toutes les applications ici non plus, mais parfois pour en retrouver. Donc là, par exemple, c'est le cas de Spider, etc. Donc, user, ça contient des fichiers du système partageable en réseau en lecture seule. Donc, si je vais dans user, USR plutôt, mais on a et j'analyse le contenu. Donc là, vous avez dans le dossier aussi, vous pouvez retrouver les libs, lib64, etc. qu'on a vu plus haut qui était dans le dossier root. Là, en l'occurrence, c'est mon dossier user. Donc ça, c'est ceux qui sont partageables, mais qui sont en lecture seule par contre. Je veux dire en gros que ça, vous pouvez pas les modifier. Vous pouvez les partager, vous pouvez y accéder, les lire, etc. et tout, mais vous ne pouvez pas les modifier. Voilà, c'est en lecture seule. Alors, donc justement, dans ce répertoire-là, vous en avez pas mal d'autres. Donc vous avez les mêmes, vous avez le répertoire bin, sbin, etc. Donc ça, c'est un répertoire qui contient la plupart des commandes utilisateurs. Donc, donc en gros, si vous avez installé des applications et tout, vous aurez des commandes associées à ces applications-là et tout, qui seront dans ce répertoire-là et que vous pourrez utiliser en mode utilisateur simple ou en mode super utilisateur. Voilà. Donc ça aussi c'est bon à savoir. Donc ensuite vous avez le dossier var. Donc évidemment ce que j'appelle répertoire c'est aussi dossier. Bon parfois j'utilise l'un, parfois j'utilise l'autre, j'utilise un peu les deux, mais en gros un répertoire c'est un dossier. Et donc dans ce dossier var, donc, qui contient des données variables, donc des données qui sont modifiables par le système ou par vous aussi, voilà. En fait c'est un peu comme le dossier user. La seule différence que vous pouvez modifier le contenu de var. Enfin, le système peut modifier le contenu de var. Donc, vous pouvez le lire et le modifier. Alors que user pouvait juste lire, c'est tout. Donc, si on accède à var, donc là, ça ne marchera pas en l'occurrence parce qu'il faut que je mette un slash. Pour bien indiquer le slash, indique bien que je suis dans le dossier racine. Le premier slash en tout cas. Après les autres slash et tout, ça correspond au chemin d'accès, mais voilà. Donc le premier slash indique que je suis dans le dossier racine. Et après, dans le dossier racine, maintenant, je vais ouvrir le répertoire var. Voilà. Donc là maintenant je suis dans le dossier racine et dans le répertoire var. Je peux en lister le contenu. Voilà. Donc là en fait vous avez backup pour tout ce qui est exécuté en arrière-plan. Vous avez cache pour tout ce qui est en cache en fait, tous les fichiers en cache des applications. Vous avez lib pour les bibliothèques, local, donc pour tout ce qui est sur les machines.
lock pour tout ce qui est... en fait, ça, c'est pour des... généralement des fichiers qui ne peuvent s'ouvrir qu'avec une seule application. Donc, des applications qui placent des verrous. Donc, en gros, qui font en sorte que certains fichiers ne peuvent être ouverts qu'avec des applications spécifiques. Donc, par exemple, là, si vous avez une application et tout qui utilise des ressources spécifiques, bah, elles vont le signaler, donc elles vont créer un dossier justement dans ce répertoire-là, dans ce répertoire lock, dans ce dossier lock. Vous avez le log pour log qui contient les messages d'erreur ou les messages du système en général en fait. Donc à chaque fois que vous aurez un message d'erreur, si vous avez fait par exemple une installation ou travaillez avec le terminal et tout, vous pourrez consulter tous les messages d'erreur que le terminal vous a retourné dans le dossier log. Voilà. Vous avez mail pour la gestion des mails. Enfin, en général, donc c'est oui, c'est en général tout ce qui sera échangé par mail. Donc opt, c'est pareil, ça a le même fonctionnement que le dossier opt qu'on va voir ici justement. Voilà, donc on va y revenir juste après. Vous avez run, donc run c'est pour lancer des applications. Spool c'est pour les données qui sont en attente de traitement. Donc par exemple si vous faites une impression en cours, vous envoyez un mail en cours, etc. Donc tout ça sera stocké pendant un certain temps là-dedans en fait pour que justement le système sache que c'est des données qui sont en attente de traitement. Vous avez CMP pour temporaire et 3W. Donc 3W c'est pour tout ce qui est relatif au web en fait. Donc les serveurs, les bases de données, tout ce qui est relatif au web, généralement sera dans ce dossier-là. Voilà. Donc nous en avons fini avec var, maintenant nous allons passer à opt. Et opt, c'est un répertoire en fait qui contient généralement des applications qui sont pas en fait de base sur vos systèmes d'exploitation. En gros, généralement, ça sera des applications que vous aurez installées manuellement. Par exemple, bon, on va y accéder pour voir le contenu. Donc, je aller dans et vous en lister le contenu. Donc là, c'est chez Google, LibreOffice, Signal, etc. Donc ça, ce sont des applications qui ont été installées manuellement. Donc, elles sont pas vraiment elles sont pas vraiment disponibles comme ça et tout pour votre système d'exploitation. En fait, c'est des applications que vous avez installées manuellement qui marchent sur Linux mais qui n'ont pas été à la base bah, qui n'ont pas été à la base faites pour enfin qui sont pas comment expliquer ça. Font pas partie en fait de votre système d'exploitation. Donc c'est des applications qui marchent mais qui sont pas forcément prévues pour s'intégrer pleinement à votre système d'exploitation. Voilà. Donc c'est des applications que vous aurez installées manuellement en regardant des tutos, etc. Et tout. Ensuite vous avez Home. Donc Home ça contient votre répertoire personnel. Voilà, donc si vous enlistez le contenu, bah, vous avez bien votre répertoire personnel qui porte votre nom d'utilisateur. Et dans ce répertoire personnel-là, vous allez retrouver effectivement tous vos dossiers. Enfin, c'est votre espace de travail en fait, si vous voulez. Donc si vous faites CD et que vous accédez à votre répertoire personnel, en l'occurrence ici moi CD, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait là, en indiquant ça, ça veut dire en fait tout simplement que je réaccède au répertoire racine et ensuite je cherche le dossier Dave. Voilà. Et non, ça marche pas comme ça. Alors que là, en fait, je suis déjà dans le répertoire racine, dans Home. Maintenant, il faut juste que je fasse CD. Voilà. Et là, voilà, je suis dans mon espace de travail. Donc, c'est ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Donc, le TILD signifie que vous êtes dans votre dossier personnel, en fait. Et si vous enlistez le contenu, bah, vous aurez tous vos dossiers, vos applications, votre espace de travail, en fait, qui va apparaître. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons le répertoire route. Donc, ça, c'est votre répertoire personnel d'administrateur. Donc, en fait, dans votre dossier racine, vous avez un autre dossier qui s'appelle route, qui est ici, mais qui n'est pas accessible comme ça, en fait. Donc, si vous essayez d'y accéder, vous voyez, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Effectivement,
ce dossier-là n'est pas prévu pour être accessible par n'importe quel utilisateur. Par ailleurs, en fait, il est accessible parce que les permissions sur ce dossier-là, bah, on fait en sorte qu'il ne puisse pas être accessible. Voilà. Donc, je peux vous montrer un exemple, par exemple, avec l'explorateur du fichier voilà, que je vais installer. Donc, évidemment, je vous montrerai comment installer tout ça et tout, parce que bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique hein, d'avoir une interface graphique et un explorateur de fichiers visuel plutôt que de devoir tout faire en ligne de code, évidemment. Donc, dans le répertoire route qui est là, vous n'avez effectivement pas les droits. Donc, si vous allez dans permission, vous voyez que en tant que route, vous ne pouvez pas y accéder. Enfin, le groupe route, en fait, vous pouvez rien modifier en fait. Il est très bien impossible de rien modifier, impossible de modifier quoi que ce soit. Donc, pour les autres utilisateurs, etc., vous ne pouvez pas y accéder. Donc, c'est un dossier qui ne vous permet absolument pas d'effectuer une quelconque modification. Voilà. Mais en tout cas, c'est le répertoire personnel de l'administrateur, donc bon, il contient en général les dossiers administrateurs. Ensuite, vous avez le répertoire média, donc celui-là, qui contient qui réserve au montage des systèmes. Donc, en gros, c'est pour les périphériques amovibles. Donc, si vous installez, si vous mettez un CD, des disquettes, etc., et bah, ça sera géré dans ce répertoire-là. MTN, c'est un répertoire réservé à l'administrateur pour le montage temporaire de systèmes de fichiers. Donc, en gros, si vous me mettez un disque externe, un disque dur externe, ou même que vous connectez à un système externe, par exemple là sur Chrome OS, bah, vous aurez, si vous êtes sous Linux en fait, donc vous êtes dans l'environnement Linux, vous pouvez communiquer avec l'environnement Chrome OS lui-même, donc qui est externe à cet environnement-là. Vous pouvez même accéder au Drive, au Google Drive, etc. C'est en fait c'est ce qui est fait si vous faites un partage de fichiers avec Linux. En gros, si vous sélectionnez un fichier ou un dossier que vous le partagez avec Linux, donc si je fais ça par exemple et que je partage avec Linux ici, et bah en fait je pourrais retrouver ce dossier-là dans MTN par exemple. Voilà. Bon, évidemment, ce dossier-là, il n'y a rien, mais si je vais, donc je vous montre à nouveau avec cette interface-là. Donc, vous allez dans MNT, pardon, et que vous allez dans Chrome OS, là, vous avez accès à documents parce que je viens de le partager avec Linux. Donc, Google Drive, c'est pareil, vous pouvez aussi partager votre Google Drive avec Linux, etc. Donc, ça, c'est des systèmes externes en fait. Et vous avez aussi external, donc ça, c'est pour les disques durs externes, etc. Et tout. Donc, là, en l'occurrence, je n'ai rien de connecté, mais si on connecte un, normalement, vous voyez y avoir accès ici aussi. Voilà. Donc, je vais évidemment arrêter le partage Linux hein, parce que. Donc, vous pouvez gérer votre partage Linux aussi depuis ici. Et donc, vous pouvez arrêter votre partage Linux en faisant ça, tout simplement. Tac. Donc, voilà. Ensuite, nous avons pour process. Donc, process, ça contient les pseudo-systèmes des fichiers du noyau. Donc, si j'accède à process et que j'enregistre le contenu, vous avez des numéros. Et en fait, ce sont des. Généralement, vous aurez peu de choses à faire dans ce dossier-là. Personnellement, j'ai jamais utilisé ce dossier, j'ai jamais fait quoi que ce soit, mais ça peut servir. En tout cas, c'est des pseudo-systèmes et tout, donc c'est utilisé par le système en général. Et enfin, vous avez le répertoire 6, qui est aussi un répertoire qui contient des pseudo-systèmes, mais cette fois-ci, c'est pour les fichiers et les gestionnaires de périphériques. Donc, en gros, là, ce sera pour, contrairement à Pros, qui contient les pseudo-systèmes des fichiers du noyau, celui-là, il contient le pseudo-système des fichiers des gestionnaires de périphériques. Donc là, c'est pour le noyau et ça, c'est pour les périphériques. En gros, pour résumer. Et donc, si on y accède aussi, quand on liste le contenu, et bah, vous avez effectivement tous les périphériques, donc bus, device, kernel, module, etc. Power, donc Power c'est pour l'alimentation, hein, vous l'aurez compris, kernel c'est pour le noyau, etc. etc. Voilà. Donc évidemment,
tout ça c'était une présentation en ligne de commande évidemment. Donc j'ai fait très peu de la présentation avec l'interface graphique parce que je suis parti du principe que vous n'aviez pas encore l'interface graphique. Évidemment, avec l'interface graphique, c'est quasiment la même chose. Ça simplifie juste un peu. D'ailleurs, je vous mettrai évidemment les commandes que j'ai utilisées, ces petites commandes de base et tout, pour débuter, qui peuvent être utiles aussi, évidemment. Donc, qui vous permettront, par exemple, de modifier les droits sur des dossiers et tout, etc., etc. Parce que, par exemple, si vous bloquez un dossier avec une commande et tout, que je vous montrerai aussi un peu plus tard, donc vous pouvez ensuite, vous ne pouvez plus le réactiver les droits et tout sur ce dossier parce que évidemment il sera interdit de le faire, mais vous pouvez à nouveau remodifier les droits depuis le terminal, donc ça peut être utile aussi de l'utiliser. Et sinon, effectivement, je vous montrerai dans une prochaine vidéo évidemment comment installer l'environnement de bureau GNOME ou XFCE. Et donc, par la même occasion, donc, je reviendrai très rapidement sur ce que je vais te montrer là en ligne de commande. Voilà. Et c'était tout. Bien évidemment, les commandes que je viens d'utiliser là, comme je disais, donc je vais les mettre en description dans un fichier que vous pourrez utiliser et télécharger. De même que cette fiche là aussi, qui sera disponible en description, dans un fichier aussi. Voilà. Donc évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ça vous aura permis euh, de comprendre votre architecture Linux. Et bien évidemment, j'espère qu'on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour pouvoir voir en détail d'autres choses, donc l'installation d'applications, etc. Voilà.